Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de notre série de suppléments de Baba consacrée au monde de la culture, à ses artisans, à ses artistes, bref, pour donner un visage et une voix à tous ceux qui participent à l'activité culturelle. Ça nous conduit aujourd'hui à rencontrer Nathanaël Karmitz. Nathanaël Karmitz, bonjour. Bonjour. Est-ce qualité de quoi d'ailleurs? De producteur, de distributeur, de vendeur, d'exploitant de salles, de nouveaux spécialistes du streaming? Est-ce qu'on peut faire un point sur les activités de MK2? Alors, c'est un peu tout ça à la fois, mais pour essayer de le résumer, MK2 aujourd'hui, déjà c'est une entreprise familiale à 100% depuis en fait notre 46e année cette année, fondée par mon père et que je dirige aujourd'hui avec mon frère Elisha. On a trois grandes activités principales. D'un côté, l'exploitation de salles de cinéma à Paris pour ceux qui nous connaissent, mais également en Espagne. Ça, on le sait un peu moins, mais on est le troisième circuit en Espagne et le premier réseau indépendant d'Espagne. De l'autre côté, on exploite un grand catalogue de droits. C'est près de 800 films. C'est un bout de l'histoire du cinéma. C'est de Chaplin à Truffaut, de Kieslowski à Kiarostami, de David Lynch à Xavier Dolan et bien d'autres. Et ça, donc, le métier, c'est de commercialiser les droits de ces films et les faire voir un plus grand nombre, et ça partout dans le monde et sur tous les médias. Et on a une troisième activité qui s'appelle MK2+, et qui consiste à créer des événements type Cinéma Paradiso au Grand Palais ou au Louvre, et monter des opérations dans les salles et en dehors de nos murs autour du cinéma. Voilà, et après plein d'autres petites choses, un hôtel en préparation, un nouveau site internet qui s'appelle MK2 Curiosity, MK2 Institute, mais je suis sûr qu'on va en reparler. Curiosity, ça marche déjà, c'est pas seulement en préparation. Non, non, c'est pas seulement en préparation, ça existe Euh, déjà, ça a été relancé. Combien de complexes cinématographiques à Paris et ça représente combien d'écrans? Alors aujourd'hui, c'est 11 complexes cinématographiques, c'est 67 écrans. Dans le monde d'avant, c'était presque 5 millions de spectateurs, et ça représente 22-24% de part de marché à Paris. Alors, ça fait déjà un moment que vous avez réfléchi. D'ailleurs, j'étais frappé du fait que quand nous avons fait un enregistrement avec l'auteur du rapport sur les pratiques culturelles des Français, ce rapport du ministère qui se fait tous les 10 ans, l'accent était mis sur le transfert vers le numérique des pratiques culturelles. Ça fait un moment que vous y réfléchissez. Vous y réfléchissiez avant que la pandémie ne donne au numérique l'importance qu'elle a aujourd'hui. C'est pourquoi nous parlerons tout à l'heure de la manière dont vous envisagez l'avenir du cinéma et l'avenir de ces salles. Mais si vous voulez bien, est-ce qu'on peut faire maintenant une sorte de bilan de ce qui s'est passé pour la diffusion des films, de votre point de vue, de votre point d'action et d'observation, depuis un an pratiquement? Alors, il s'est passé beaucoup de choses, et en même temps, rien de très neuf, puis, en tout cas, rien qui n'était pas anticipé. Il s'est passé avant tout un phénomène mondial qui a accéléré tout ça, c'est évidemment la fermeture des salles. Ça a été le cas en France, mais c'était le cas à peu près partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, ce qui a donné lieu à une modification profonde de la diffusion des films, puisque, notamment pour les films américains, ça a complètement changé à la fois les habitudes et la manière de diffuser les films. Pour le dire un petit peu autrement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vécu les périodes de fermeture. Bon, ça allait. En tout cas, c'était simple à expliquer. La période de réouverture. Et ce qu'on a pu constater dans cette période-là, c'est qu'il y a eu plusieurs typologies d'attitudes de la part des studios. Ceux qui ont promis qu'ils allaient sortir les films et qui n'ont fait que les repousser. Ceux qui finalement ont décidé d'aller directement sur leur propre plateforme de streaming. Je pense à Disney. D'autres qui ont tenté des modèles hybrides avec un peu de plateforme, un peu dans les salles quand c'était possible, etc. Ce qu'on a pu constater, et c'est un angle de lecture qui me semble plus intéressant que juste le débat streaming, salle de cinéma, c'est que pendant la période de réouverture, on a vu que les gens sont revenus assez facilement dans les salles de cinéma.
malgré tout, si on regarde les chiffres, il y a eu des très fortes baisses un peu partout en Europe. Ça va de moins 50 à moins 90% selon les pays et les salles. Mais cette baisse s'explique surtout par une crise du cinéma américain, en tout cas la non-présence de films américains dans les salles. Si je le dis un petit peu autrement, c'est que un pays comme la France, qui est finalement moins dépendant du cinéma américain que d'autres, a pendant cette période-là vu des baisses qui étaient de l'ordre de 50%. Plus vous aviez un cinéma, on va dire, arrêt essai, qui est très peu dépendant des films américains, les baisses étaient à moins 30. Quand vous aviez des multiplex très dépendants du cinéma américain, les baisses étaient à moins 70 ou moins 80. Et ça, c'est ce qu'on a pu constater un peu partout en Europe. Donc, en fait, quand on analyse un peu plus finement, ce qui a manqué, c'est généralement exactement la part de marché du cinéma américain. Donc, ce qui amène une lecture un tout petit peu différente de l'appétit du cinéma et de ce qui a pu se passer pendant cette crise, et notamment le fait que notre dépendance au cinéma américain et à la culture américaine, finalement, plus elle est light, plus on se sortait bien de cette crise, plus les cinémas locaux ou nationaux étaient dynamiques, plus la crise se vivait bien, en tout cas le cinéma arrivait à repartir. Et c'est ça un des éléments importants. Après, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, ce qu'on lit tous les jours sur l'essor des plateformes, de Netflix à Disney à Amazon, mais avec finalement une accélération d'un mouvement qui était déjà en route, avec finalement pas le choix pour les gens que de consommer du cinéma ou des séries à travers ces médias, mais encore une fois que l'envie de sortir n'a a priori pas été altérée. Après, à l'intérieur de ça, on a pu constater effectivement des attitudes très différentes des uns ou des autres, et notamment des studios, et avec un certain nombre d'attitudes de quelques-uns de ces studios qui ont profité d'un moment de faiblesse des exploitants, notamment américains, pour finalement essayer d'imposer ce dont certains rêvaient depuis de nombreuses années sur la capacité à réduire la fenêtre de diffusion des salles de cinéma, à privilégier leur plateforme au détriment de la salle. Ça ne se fait pas sans remous. Est-ce que c'est durable et défendable? Sûrement, un certain nombre de choses vont changer à partir de là, sur la chronologie des médias, etc. Mais encore une fois, tous ces mouvements étaient finalement déjà en place. Est-ce que ça a vocation à durer? Les expériences montrent qu'a priori, pas forcément, en tout cas pas tel que c'est expérimenté aujourd'hui, avec l'idée que les grands blockbusters américains se retrouveront directement sur les plateformes. On voit quand même que ça a un certain nombre de limites, notamment en termes de capacité de chiffre d'affaires de la part de ces plateformes et d'amortissement des coûts de ces films fort coûteux. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je parlais tout à l'heure du constat fait par le rapport du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, c'est cette question du numérique et la manière dont le numérique peut être utilisé, apprivoisé de manière différente. Vous, pendant la pandémie, vous l'avez fait en créant une plateforme qui propose gratuitement pendant une semaine et moyennant finance à partir de la fin de cette semaine, qui propose des films euh, qui sont euh, des films d'auteur, qui sont des films d'auteur et qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on trouve le plus sur les plateformes. Quel bilan, même si c'est un peu tôt, quel bilan vous tirez de cette proposition que vous faites? Alors effectivement, cette proposition s'appelle MK2 Curiosity. C'est quelque chose qu'on a expérimenté pendant le premier confinement et qu'on a relancé il y a maintenant près de 2 mois, de manière plus professionnelle et établie, et qui a vocation à remplir finalement un vide laissé par ces plateformes. Déjà, c'est effectivement un site de AVOD, donc de la vidéo à la demande gratuite, financé par la publicité. C'est 5 films hebdomadaires proposés gratuitement. Et ces films sont des bizarreries et curiosités du cinéma. C'est-à-dire que c'est ce qu'on pourrait vulgairement appeler les fonds de catalogue, les films un peu oubliés, mais en même temps des films qui soit ne manquent absolument pas de qualité, soit ne sont pas totalement mainstream et donc en fait ne sont pas finalement achetés par les télévisions ou les plateformes aujourd'hui. Le premier bilan, c'est que ça marche extrêmement bien. On atteint des audiences qui sont en plusieurs dizaines de milliers de personnes pour des films qui en fait n'avaient plus d'audience, avec des succès. Par exemple, Un homme perdu de Daniel Arbitre sur Antoine d'Agata, inspiré de la vie d'Antoine d'Agata, qui a été un vrai immense succès
il y a 3 semaines maintenant. Et donc, on en est absolument ravis, puisque le but de cette plateforme qui était redonner vie et exciter la curiosité de nos spectateurs sur des films pas d'une évidence folle, a l'air de fonctionner. Nous, le choix qu'on a fait en fait à travers cette plateforme, c'est l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui par Netflix et consorts. C'est à dire euh, l'accent est mis avant tout sur la sélection. C'est un être humain qui fait la sélection et pas un algorithme. C'est les contextualiser. On a remis au bout du jour la speakerine, donc de manière hebdomadaire, les films sont contextualisés, expliqués, mis en scène et mis en forme. Et du coup, l'autre sujet qu'on a dans ces plateformes, généralement, on nous parle toujours de profondeur de catalogue, de milliers de films en offre, etc. Le sujet a été au contraire d'être sur un choix très restreint, mais très sélectionné et avec une raison pour laquelle ces films se parlent et résonnent les uns avec les autres. Donc, c'est une offre, on va dire, à contre-courant, qui est un vrai succès, qui a une vocation de mise en avant et de lutte contre l'oubli de pans entiers de l'histoire du cinéma. Et aujourd'hui, ça remplit plutôt bien sa fonction et ça se développe de semaine en semaine. Et c'est effectivement aussi une lutte contre ces effets pervers d'Internet où à la fois on nous explique que finalement tout est possible, accessible tout le temps, partout, et que finalement on retrouve tout. La réalité est un petit peu différente, c'est qu'en fait, on voit un peu comme les effets de tête de gondole des supermarchés, que finalement existent, qu'on retrouve en homepage de quelques services, en tout cas dans les premières propositions de quelques services, et qu'en fait, ça met de côté un ensemble d'histoires ou même de créations contemporaines qui finalement n'arrivent pas à trouver son audience sur ces plateformes ou sur Internet parce que ça finalement réduit le nombre de possibilités qu'on y trouve, et en tout cas dans la capacité de la mise en avant et de l'éditorialisation qui reste notre métier principal. Le rapport entre la période pendant laquelle les films sont accessibles gratuitement et la période pendant laquelle il faut payer, ça vous permet de financer l'ensemble ou... Alors absolument pas. En réalité, le cœur du programme, c'est cette semaine de mise à disposition des films gratuits. Après, effectivement, on offre la possibilité de les louer, tout simplement. Et ça a une autre vocation. C'est aussi des films qui ne trouvent pas forcément leur place, même sur les plateformes de VOD payantes. Donc ça a aussi vocation, soit pour des ensembles de catalogues, c'est-à-dire les œuvres complètes de Varda ou de François Truffaut, de trouver une permanence d'exploitation et une permanence de disponibilité. Parce que c'est ça aussi l'espèce de jungle d'Internet et des plateformes qu'on y voit, c'est qu'il y a des films que vous ne trouvez pas, vous les trouvez pendant un temps sur une plateforme, puis après sur une autre. Et même à la location, des grandes plateformes comme iTunes, par exemple, ne tiennent pas forcément les films dans le temps. S'ils ne sont pas loués plus d'un certain nombre de fois, le coût du maintien de ces films à disposition devient trop cher et ils les suppriment. Donc nous, on voulait créer un endroit où on allait pouvoir, au fur et à mesure du temps, créer une permanence de disponibilité des œuvres. D'accord, alors on voit bien comment les algorithmes des grandes plateformes payantes nous renvoient à nous-mêmes constamment et vous avez choisi donc, vous devriez voir, vous pourriez voir, vous aimerez, etc., etc. Et on voit bien comment, comme vous l'avez dit, ce que vous proposez, je crois que c'est vous qui avez dit, nous voulons proposer à nos visiteurs les films qu'ils n'aiment pas encore, ce qui, pour moi, était la définition du service public de la radio, sauf que ce n'était pas des films qu'on proposait, mais des émissions. C'est votre slogan, si je puis dire, votre mot d'ordre. Oui, plus qu'un slogan, c'est pour nous la définition même de la culture et de la création. Votre devise, si vous Euh, l'aviez. c'est la culture et la création est avant tout, on va dire, un métier d'offre. Si vous demandez aux gens ce qu'ils attendent, ils attendent que ce qu'ils ne connaissent déjà. Le but de la culture, c'est d'aller sur des territoires inconnus, de se laisser surprendre, d'avoir des émotions auxquelles on ne s'attend pas, etc. Donc, l'idée même que l'algorithme est capable de décider pour vous ce que vous allez aimer, alors que au fur et à mesure du temps, de la vie et des découvertes, les choses se font et le parcours culturel se fait. C'est bien ça qu'on voulait remettre en scène. Donc, c'est effectivement les films que vous n'aimez pas encore. Si on veut le rapprocher du jeu, c'est un espèce de cadavre exquis culturel. Mais finalement, c'est notre métier tous les jours en salle. C'est que on sélectionne des films, on les propose, on vous incite à aller les voir pour vous faire découvrir des choses. Et si on ne répond que à la demande, et ben on finit par faire Disney ou passer que des blockbusters parce que c'est pas ça c'est loin, c'est pas ça la culture en règle générale. Donc
Effectivement, pour nous, il nous manquait cette expression, et c'est à ce titre-là que les algorithmes, à part finalement vous auto-convaincre et vous laisser dans votre bulle, ont ces défauts de ne pas exciter cette curiosité. Alors, on va laisser un moment le streaming pour en venir aux salles. La fréquentation des salles était dans une situation fragile, moins en France qu'ailleurs, mais elle l'était. Vous avez commencé, il y a combien de temps, à réfléchir à la manière dont l'offre faite dans les salles de cinéma pourrait évoluer et dans quelle direction voulez-vous la faire évoluer? Alors, l'idée que l'offre dans les salles doit évoluer, on va dire que c'est pas nouveau. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que tous les 20 ans, en gros, dans cette jeune histoire qu'a le cinéma comme art, donc on va dire depuis 120 ans maintenant, il y a des grandes révolutions dans les contenants et dans les contenus. Dans les contenus, on est passé du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur. Il y a eu la VHS, le DVD, la télévision payante, le streaming, etc. Mais on va dire que les grandes révolutions de contenu et de diffusion ont toujours émaillé cette histoire, et la salle s'en est toujours remise, même en ayant vécu certaines crises, mais s'en est toujours remise. Le streaming, finalement, n'est que l'avatar mondialisé de la télévision payante. Maintenant, dans les contenants, donc les salles, c'est pareil, c'est qu'elles ont, en fait, tout au long de leur histoire, beaucoup évolué. On est passé de la salle foraine à la salle en dur, au petit complexe, au multiplex, etc. Ces mouvements-là ont lieu à peu près tous les 20 ans. Et par exemple, le multiplex a là 25 ans, mais on était déjà dans une phase de changement et de renouvellement de cette sortie. Là-dedans, il y a deux grandes voies qui se dessinent aujourd'hui. Il y a d'un côté les grands réseaux mondiaux qui prennent une voie qui nous semble un peu bizarre, qui est ce qu'ils appellent premiumisation, vente de services additionnels. Donc, ils vous mettent des gros fauteuils qui bougent dans tous les sens. Ils essaient de vous vendre la place beaucoup plus chère. Ils misent sur des éléments technologiques. Et généralement, ils misent aussi surtout beaucoup sur le fait qu'ils vont vous nourrir à votre place de cinéma et vous faire boire à votre place de cinéma. Est-ce que c'est encore du cinéma ou est-ce que c'est des restaurants avec des écrans devant? Nous, on se pose la question. En tout cas, ce n'est pas notre vision du cinéma et de la sortie. Après, il y a l'idée que le cinéma est une agora sociale. C'est l'endroit des émotions collectives. C'est l'endroit où on rit et on pleure ensemble. C'est un élément qui est éminemment populaire, pas cher et facile d'accès. Pareil, on dit toujours que le cinéma est trop cher, mais ça reste le loisir le moins cher, toute catégorie confondue. Du coup, à l'intérieur de ça, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on montre. Justement, quel est notre sujet de programmation et quel est notre métier de sélectionneur. Là-dedans, nous, on a toujours pensé qu'il y aurait des évolutions. L'idée que dans 10 ans, on continuerait à montrer ce qu'on appelle aujourd'hui film d'1h45, d'abord dans une salle de cinéma, puis après sur d'autres médias, ça avait vocation à évoluer. Nous, du coup, à l'intérieur de ça, ça fait très longtemps qu'on fait d'autres choses dans nos salles. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on organise des cours de philosophie. Depuis 3-4 ans maintenant, on a développé des cours d'histoire du cinéma, des grandes rencontres, de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'architecture, etc. En tout cas, on essaie d'utiliser nos salles comme des plateformes vers l'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres et l'ouverture aux autres arts. C'est ce qui a précédé à cette idée de création du MK2 Institut qui a démarré en septembre dernier, qui est dirigé par Guy Walter, et qui a vocation, on va dire, d'amener de la culture et des rencontres de très haut niveau dans les salles de cinéma et du coup avec une accessibilité renforcée. Pour le faire un peu vulgairement, le Collège de France, c'est gratuit, c'est en ligne, etc. Mais pour un certain nombre de publics, pousser la porte est encore difficile. Donc nous, le sujet, c'est de dire pousser la porte d'un cinéma, ça reste l'acte le plus facile et le plus quotidien au cœur de la cité. Et donc, le but, c'est d'amener la culture aux gens à travers cette typologie de programme. Donc, ça, c'est un des exemples. C'est d'autres exemples qu'on voit à travers l'opéra, le théâtre, les concerts, etc. Mais avec l'idée que la salle de cinéma est le lieu de l'émotion collective. Et ça, a priori, tant qu'on reste des êtres humains, on aura encore envie et besoin de ces émotions collectives et de rire et pleurer ensemble. Donc, l'avenir à ce titre-là de la salle de cinéma, on le voit dans la continuité finalement de son histoire, à savoir être un lieu de proximité, un lieu de création de liens sociaux, ce lieu d'émotion collective, à travers des contenus qui vont pouvoir se diversifier et à travers des salles elles-mêmes qui vont changer un peu de forme et de format.
Ça va par exemple avec l'idée du cinéma Hôtel Paradiso dont je parlais un petit peu en introduction, ou de nouvelles salles, de nouveaux concepts de salles qui vont permettre d'accueillir dans des meilleures conditions des œuvres et des arts et des médiums de plus en plus diversifiés et différents. Alors, vous avez déjà une expérience de ça et c'est pourquoi vous venez par exemple de parler des cours du Collège de France qui sont en effet gratuits, qu'on peut écouter à la radio, etc. Mais évidemment, vous n'allez pas vous contenter de mettre des caméras ou de faire venir les professeurs du Collège de France. Il faut choisir, comme vous choisissez la programmation des films, il faut que vous choisissiez la programmation des événements, des rencontres, des conférences, etc. Quelles sont les directions que le public a découvertes à travers vos nouvelles offres? Alors, deux remarques. La première, c'est que c'est un élément qu'on peut retirer de l'ensemble de cette pandémie et de cette dernière année écoulée. C'est par exemple à travers les résultats d'Arte ou des nôtres ou d'éléments comme MK de Curiosity. Ce qu'on voit, c'est que l'intelligence paye, l'exigence paye. Et que finalement, les gens sont avides aujourd'hui de culture, d'idées, de débats et d'intelligence. Ils ne veulent pas juste qu'on occupe leur temps de cerveau disponible. Donc, déjà, d'être très exigeant, finalement, et nous, c'est un peu c'est pas une surprise, mais en tout cas, c'est une confirmation, c'est que dès qu'on va sur des programmes de haut niveau intellectuel et exigeant, ben, finalement, plus on fait ça, plus ça marche. Deuxième constat, c'est que effectivement, les gens ont besoin d'être ensemble. Nous, pendant la période où, on va dire septembre-octobre, les séances qui marchaient le mieux, les jours où ils étaient programmés, c'était les séances de l'Institut. C'était ce moment dans ce bruit constant des médias, d'Internet, de Twitter, etc. Finalement, l'idée que le cinéma était l'endroit du temps sûr et calme, et où on venait et on allait fermer son téléphone et écouter ou échanger pendant 1 heure ou 2 heures, et ben finalement, c'était quelque chose qui était recherché et appréciable dans ce moment où on était abreuvé et bombardé d'angoisse par les médias. Donc, c'est un peu ces deux grands éléments, c'est de dire la réflexion, que le fait d'être ensemble, et le fait de s'accorder un temps pour soi et un temps pour son cerveau, c'est des choses qui sont recherchées, et que finalement, l'exigence et l'exigence sur la durée sont quelque chose qui est immédiatement reconnu par le public. Quand vous parlez de l'Institut, vous parlez de l'Institut MK2, pas de l'Institut de France. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des déceptions? Pour tout vous dire, non. La seule déception qu'on a pu avoir, c'est des déceptions gouvernementales sur les annonces, les ouvertures, les fermetures, les mots qui ont été employés à l'égard de la culture. Mais sinon, avec le public et avec les programmations, aucune déception. Alors, parmi les formes que peuvent prendre ces rencontres dans ces cinémas, euh, qu'est-ce qui vous paraît avoir le mieux correspondu à ce que vous attendiez? Euh, Écoutez, je peux vous parler de deux événements qui, on va dire à titre personnel, je sais que les gens, chacun y trouve un peu ses moments. Moi, l'ouverture de la saison avec 4 rencontres avec Eric De Luca sur des thèmes différents, mais du coup, c'était pendant un week-end complet, près de 6 heures avec Eric De Luca. C'était des espèces de moments comme ça de suspension d'intelligence et de beauté qui ont été assez marquantes. Et l'autre élément qui est en résonance avec le temps et qui va du coup reprendre parce qu'elle a été interrompue par ce deuxième confinement, c'est les conférences de François Sureau sur la liberté. La première était pareil, assez magique sur voilà, ce niveau d'intelligence et cette parole à la fois drôle et inspirante. C'était en 4 épisodes, il n'y en a eu qu'un, donc la suite très bientôt, faut espérer. Très bien. Ben, nos auditeurs qui savent que François Sureau fait partie de notre équipe du Nouvel Esprit Public seront contents de savoir qu'il a fait aussi partie des succès de votre institut. Je vais vous poser une question plus triviale, mais vous venez de faire allusion à un autre type de salle. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'état de vos réflexions là-dessus? Alors, je peux vous dire ce qui arrive rapidement. D'ici
tout cas au mois de mars. Je ne sais pas si ce sera le 1er ou le 30 en fonction de nos annonces gouvernementales. On ouvre un cinéma-hôtel qui s'appelle le cinéma-hôtel Paradiso et qui est au-dessus d'un de nos cinémas entièrement rénovés, Place de la Nation, qui sont 6 salles, qui vont de la salle de cinéma classique de 230 places, mais jusqu'à la toute petite de 17 places. Et rien que ça, par exemple, c'est une petite nouveauté et innovation dans l'exploitation. C'est l'idée, grâce au numérique aujourd'hui, de pouvoir faire des petits espaces. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve au-dessus, puisque on y retrouve 36 chambres, dont le principe, c'est qu'il y a un cinéma dans chaque chambre. Et donc, il y a notamment deux suites. Vous avez un vrai cinéma dans chacune de vos chambres. Vous avez accès directement à tous les films programmés dans la salle de cinéma juste en bas. Vous aurez un cinéma sur le toit avec des projections de classiques en plein air tout l'été, etc. Donc, c'est l'idée, on va dire, de à la fois faire vivre le cinéma, justement de ne pas opposer streaming et cinéma, de combiner l'ensemble des pratiques avec l'idée que vous pouvez avoir envie de vivre cette émotion collective et en même temps de découvrir découvrir des œuvres de manière plus intime. Vous pouvez avoir envie de découvrir des classiques sur un toit, etc. En tout cas, l'idée, c'est donner cette capacité au cinéma et à la sortie d'être un événement et de vous permettre de justifier l'idée qu'il faut faire l'effort de sortir, puisque c'est aujourd'hui ça pour nous qui résume un peu la lutte. C'est pas tellement entre le cinéma, le théâtre, etc. C'est entre les gens dont le métier, c'est vous faire sortir de chez vous, du restaurant au théâtre, au musée, en passant par le cinéma, versus les gens dont le métier, c'est de vous faire rester le nez collé à votre écran, que ce soit un téléphone ou votre télévision. Et donc, dans cet univers de la sortie, il y a aussi un besoin de bouger, de se réinventer, d'offrir des expériences nouvelles, parce qu'il faut, encore une fois, justifier cette idée, cette envie d'avoir à sortir de chez soi. Vous faire sortir de chez vous et vous faire sortir de vous-même. C'est une entreprise qui, en effet, vaut la peine qu'on s'y attelle. Une dernière question. Vous avez signé avec Netflix un accord, je crois, pour une période limitée, il me semble que c'était 1 an, pour la diffusion de films de votre catalogue, des films d'auteurs de votre catalogue. Est-ce que c'est trop tôt pour tirer un enseignement de cet accord ou est-ce qu'on peut déjà en dire quelque chose? Oh non, on peut en dire plein de choses. Déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que on ne connaît pas les chiffres, puisque comme, comme pour tout le monde, Netflix ne communique pas ces chiffres. Néanmoins, on peut constater que ça a l'air de marcher, puisqu'on retrouve ces films justement assez haut dans les propositions généralement de Netflix. Et si je mesure au nombre de gens qui soit me parlent de cet accord, soit me parlent de François Truffaut en ce moment, c'est que manifestement, ces films sont vus et sont vus plutôt par des nouveaux publics. Après, ce qui a étonné avec cet accord, c'est que Netflix, quelques mois encore avant, déclarait que les films de patrimoine, le patrimoine cinématographique ne les intéressait absolument pas et qu'ils n'en feraient sûrement jamais. Que moi-même, j'ai pris des positions très dures vis-à-vis de Netflix sur l'idée que c'était une entreprise impérialiste américaine qui était prédatrice vis-à-vis du cinéma. Un certain nombre d'éléments là-dedans, notamment par exemple par rapport à la chronologie des médias où les salles n'ont pas forcément changé, mais force est de constater que ce géant mondial, dans un moment où il souhaite se faire accepter par la France et par l'Europe, a compris, ou en tout cas voulu changer son fusil d'épaule dans son rapport au patrimoine et au public français. De ça, un de mes métiers est évidemment de diffuser au maximum ces films, et notamment auprès des générations futures. Je ne peux que me réjouir de ce changement de position. C'est une puissance réelle, hein, et si TF1 demain décidait d'en faire de même, j'en serais ravi également. Et si le service public décidait d'en faire de même, j'en serais ravi également. En tout cas, s'il le faisait plus. Mais du coup, c'est quelque chose d'assez formidable pour le public qui, en même temps, ne me crée aucune illusion sur les intentions réelles de ces plateformes quand ils utilisent le patrimoine pour justement, on va dire, se faire accepter d'un public, se faire accepter du public français et de ses autorités. Néanmoins, profitons du moment, et je pense que Truffaut sur Netflix a aidé beaucoup de monde pendant ce confinement. Alors, ma dernière question était une fausse dernière question. Vous venez de rappeler que vous avez aussi la charge de faire valoir un catalogue de films, et ce catalogue de films peut entre autres être connu grâce à la télévision. Quel regard vous portez sur le
fameux paysage audiovisuel français aujourd'hui? Écoutez, si on parle de service public, on peut avoir deux constats de cette période également. C'est que Arte a fait un travail extraordinaire pendant cette période, justement aussi bien dans l'exigence de ses propositions que de son exemplarité sur les nouveaux médias. Et encore une fois, le public s'y trompe pas, est extrêmement présent. On peut regretter que lors du premier confinement, le service public, et notamment France Télévisions, n'ait pas profité de ce moment pour essayer des choses et prendre des risques, et a plutôt essayé de resservir ces vieilles recettes et ces vieux classiques. Néanmoins, on sent que ça les a un petit peu ébranlés, que ça a changé quelques certitudes. On sent que le cinéma, d'un coup, le point de vue sur le cinéma a un petit peu changé dans ces instances, et j'espère qu'une bonne voie, notamment grâce à des nouvelles équipes, va s'enclencher. Mais je pense on est un pays où on a la chance d'avoir le cinéma qu'on a, on a la chance d'avoir un regard sur notre histoire, et que effectivement, que petit à petit l'exigence vis-à-vis du cinéma soit passée de France 2 à France 3 puis à Arte. Je me réjouis d'Arte, je regrette assez fortement que cette exigence disparaisse petit à petit d'un certain nombre d'antennes. Mais encore une fois, je pense que la lutte n'est pas perdue, et l'espoir est permis, sur l'idée qu'on va retrouver un peu de bonheur sur nos antennes. Et qu'il y aura une contagion dans le sens inverse, depuis Arte jusqu'à France 2. C'est en effet le souhait auquel on peut se joindre. Nathanaël Karmitz, merci d'avoir passé ce temps avec nous aujourd'hui. Merci à vous.